stepping like we three-footed. Got me feeling like I'm in my new prime. Let's get it all right. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Have some fun. Have some fun tonight. Bonjour à tous et bienvenue dans le jour d'après de la ville à la campagne. Une campagne que nombreux ont redécouvert pendant cette période de confinement. Alors dans cette émission, nous allons découvrir comment le monde rural a véritablement vécu cette période de crise sanitaire, mais également vous allez découvrir quels sont ces grands enjeux pour les territoires dits ruraux et surtout nos invités vont vous donner plein de conseils, des pistes si vous voulez un jour vous installer à la campagne en quittant la ville. Alors, nos invités sont, il faut vous les présenter. Il y a tout d'abord Sylvie Le Calvez qui est en train de revenir s'asseoir avec nous. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir fermé la porte pour éviter les bruits de fond. Vous êtes fondatrice et directrice de Village Magazine. Nous avons également Philippe Bertrand. Bonjour. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, animateur des carnets de campagne sur France Inter, des carnets de campagne qui sont devenus des carnets de solutions en ce moment, c'est ça ? Oui, actuellement, pendant la période de confinement. Nous avons également Fantine Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez créé Fantine en cuisine en 2014. C'est ça. Vous êtes une néo-installée, même si maintenant ça fait quelques années que vous êtes installée dans le Perche. Et puis dernier invité, Jean-Yves Pinault, bonjour. Bonjour, bonsoir Jérôme. Vous êtes, directeur du collectif Les Localos. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Alors, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que c'est une émission interactive. Vous pouvez poser vos questions. Je les poserai à nos invités. Et c'est une émission interactive avec des sondages. Alors, il y en a un tout premier qui vous est proposé par notre community manager. Selon vous, le monde rural est-il un territoire d'opportunité, oui ou non ? Répondez à la question. Nous commenterons les résultats. Mais tout de suite, rentrons dans le vif du sujet avec la première rubrique, la rubrique aujourd'hui. Alors, comment le monde rural a-t-il vécu cette période de crise sanitaire ? Alors, je voulais votre témoignage, Fantine. Vous êtes installée dans le Perche. Vous avez votre activité qui est située à Bretoncelle, une commune de 1500 habitants. Vous habitez, vous, dans un petit village de 400 habitants. C'est Moutier-le-Perche, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Moutier-au-Perche, oui. Alors, comment vous avez vécu cette période de confinement en tant que citoyenne d'une part et en tant que chef d'entreprise d'autre part ? Vous faites bien de distinguer les deux parce que je les ai pas du tout vécus de la même manière. Et même dans le temps, en fait, il y a eu des évolutions. Si je dois parler avec ma casquette d'entrepreneur, les 2-3 premières semaines, c'était un grand flou. J'ai un peu perdu pied et je savais pas trop comment rebondir. Et puis j'attendais pour voir s'il fallait penser à d'autres solutions ou juste attendre que ça passe. Et puis vu que ça durait un petit peu, j'ai fait le choix d'un relatif rebond en essayant. Donc moi je suis cuisinière, principalement traiteur avec des prestations type mariage, anniversaire, etc. J'ai aussi une boutique et je vends sur les marchés des plats cuisinés. Et du coup là par exemple j'ai fait le choix de vendre sur un deuxième marché. J'ai fait le choix aussi j'ai essayé de proposer mes plats cuisinés dans des boutiques, voilà, pour essayer de générer des activités qui pourront perdurer au-delà du confinement. Vous avez développé votre offre, vous êtes allé chercher de nouveaux marchés. Et côté personnel, comment ça s'est passé ? Côté personnel, c'est vrai que en fait, j'ai plutôt profité du beau temps et j'ai pu mettre à profit ce temps libre pour avancer sur des petits projets de jardinage, de poulailler. Enfin, je ne sais pas combien de poulaillers se sont créés en France pendant le confinement, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Philippe Bertrand, vous étiez vous êtes à Aigné-le-Duc, on est en Bourgogne, et cette période de confinement, vous l'avez vécu dans cette commune de 300 habitants, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Je l'ai vécu normalement, c'est-à-dire que la réglementation du confinement qui a été imposée, alors je sais que les citadins sont plus contraints que les ruraux, mais je vous donne un exemple. J'ai un voisin
dont le jardin est à 30 mètres de sa maison d'habitation. Donc il était dans des allers-retours pour aller jardiner. Et il a eu une amende de 135 €. Ça fait partie des injustices. C'est un détail, mais c'est... Alors après, effectivement, moi je vis un confinement et je continue à le vivre. C'est un luxe. C'est-à-dire on peut se déplacer, on a des marchés locaux. Le sujet de ce soir m'intéresse à plusieurs raisons. Sans avoir de soucis, le contact direct. En fait, les choses n'ont pas été grandement modifiées. Techniquement et professionnellement, je travaille avec un téléphone portable et une couverture sur la tête pour éviter d'avoir des échos. Voilà. Voilà, donc vous avez télétravaillé sans souci. Oui, et je continue d'ailleurs. Et vous continuez parce que c'est devenu un petit peu un projet de vie, j'ai l'impression, à vous entendre. Ah ben ça l'était depuis de longue date. L'association que l'on a créée il y a 3 ans va dans ce sens-là, c'est de lutter contre une fatalité qui frappe une ruralité, et en particulier l'hyper-ruralité, c'est 4 à 5, 6 habitants kilomètre carré. Dire, vous n'êtes pas oublié, abandonné, comme on peut le croire, mais vous avez les possibilités de répondre à vos propres besoins. Et je vais vous donner des exemples. Et j'utilise évidemment ma matière pour donner des exemples. Jean-Yves Pineau, cette période dite de confinement, dans le monde rural, finalement, il l'a bien vécu. Il y a eu des difficultés économiques par moment, mais on a l'impression que de manière générale, il a été plutôt bien vécu ou pas ? Alors, si vous me permettez, hein, je commenterai par rapport à ce qu'a dit Fantine et puis Philippe par une petite bêtise, mais oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'activités autour des poulaillers pendant le confinement. Hélas, d'ailleurs, je dirais. Mais bon, c'est comme ça. De façon plutôt générale, les territoires ruraux, en fait, ont très vite été dans ce qu'on appelle, c'est un mot tendance aujourd'hui, mais plutôt dans la résilience. C'est-à-dire très vite, ils se sont débrouillés, ou en tout cas ont tenté de se débrouiller, et passer le temps de la sidération, en fait, les territoires ruraux l'ont plutôt bien vécu, en tout cas certainement mieux que certains de nos concitoyens coincés dans des grandes tours, dans des grandes villes où il y a eu une triple punition. Hein, voilà, donc non, de façon au-delà de l'aspect économique et d'un certain crash, on va dire, oui, les gens l'ont plutôt bien vécu. Et il y a eu quand même un phénomène, on en a entendu parler, il y a beaucoup d'urbains qui sont partis se confiner. On a parlé de 17% des Parisiens qui étaient partis dans leur résidence secondaire ou qui avaient loué des maisons. Sylvie Le Calvez, ce phénomène était important. Comment vous avez vu, vous, en tant que journaliste, ce confinement, ce déplacement de population confinée en milieu rural ? Et d'ailleurs, c'est une question d'un internaute. Combien de Français sont allés se confiner à la campagne ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Enfin, nous, à la rédaction du Village, on n'a pas de chiffres. Et puis, en plus, certains sont allés se confiner sans le dire. Et parfois à plusieurs. Et en disant, oh là là, on ne va pas faire trop de bruit. Il y en a même qui ont loué des grandes maisons, voire des châteaux. Et on le sait, pour imaginer des projets pour demain. Et en disant, on ne va quand même pas le dire parce qu'il y en a qui sont dans des situations, comme le disait Jean-Yves, un peu vraiment difficiles et tout. Et c'est peut-être pas la peine d'aller crier sur les toits que nous, c'est super. On est partis à 5 se confiner à la campagne pour réfléchir à notre avenir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres. Par contre, la campagne, dans ce moment-là, a eu une capacité de réaction très rapide avec des initiatives. Je vois la commune de Lagrollet du Gers qui a une cantine bio avec le maraîchage local de la commune. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des légumes ? Et ils ont distribué des paniers bio. Il n'y en avait pas avant. Ils vont continuer ça. C'est-à-dire que cette difficulté a permis l'innovation. Déjà que le territoire rural est un territoire d'innovation, mais là, dans cette période difficile, contrainte, vraiment, il y a eu des initiatives dans tous les sens et dans énormément de communes. Bien sûr, beaucoup d'initiatives de solidarité, des initiatives autour des circuits courts, comme l'illustrait tout à l'heure d'ailleurs Fantine par son activité. Et effectivement, il a su très vite se mettre en place, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, des initiatives. Philippe Bertrand, des initiatives innovantes, vous avez dû en découvrir en tant que journaliste à travers vos carnets de solutions. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué ou pas ? Oui, plusieurs. D'abord, il y a eu une forme de contagion, excusez-moi du vilain jeu de mots, parce qu'il y a la contagion du virus, mais il y a une contagion d'initiative.
Là, pareil, pour répondre à des questions précises, du volume, etc., je suis incapable de le dire et personne n'est capable de chiffrer l'étendue de cette contagion, mais des personnes qui sont entrées dans un bénévolat automatique, presque naturel. Alors j'ai plusieurs exemples. J'aime beaucoup ce père de famille à Poitiers, dans le quartier Velpeau, qui a créé avec sa fille, qui s'appelle Suzanne, qui a 11 ans, Radio Velpeau. Et il a décidé de solliciter les enfants du quartier pour faire des reportages pendant le confinement. Et c'est devenu une radio à part entière, très, très, très bien faite. C'est pas du tout son boulot. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Voilà, une éclosion un peu spontanée, ex nihilo, peut retomber, puis d'autres vont prendre une autre forme et se développer. Fantine, vous, sur votre territoire, dans le Perche, il y a des choses qui vous ont extrêmement marqué. D'ailleurs, les agriculteurs, parce que je sais que vous êtes dans un circuit de locavores, de production locale, comment ils ont réagi comment ça s'est passé sur votre territoire? Nous, ça a été compliqué parce que tous les marchés de plein vent étaient supprimés. Donc c'est quand même une injustice criante, hein. Ça a été largement dit, mais c'est vrai que c'était insupportable à vivre de dire que les marchés de plein vent étaient plus dangereux que les grandes surfaces. On a des boutiques de producteurs qui ont du coup connu une plus forte affluence. Et par exemple, je suis administratrice d'une plateforme qui s'appelle Mille Perches pour l'approvisionnement initialement pour fournir les cantines en produits locaux et qui du coup s'est retrouvée sans activité. Elle fournit aussi quelques épiceries, restaurateurs, ne restait plus que les épiceries. Et donc on a fait le choix avec les salariés de s'adresser aux particuliers. C'est quelque chose que les salariés voulaient faire depuis longtemps. Et là, ça a été l'occasion, ils ont eu du temps disponible. Donc on a mis en place une boutique en ligne pour répondre à cette demande. Et pareil, dans l'idée en fait de poursuivre ça au-delà du confinement. Après, sur les initiatives solidaires, il y en a eu aussi pour la fabrication de masques, dans tous les villages du coin, ça a été fait aussi. Jean-Yves Pinault, vous, avec votre collectif Les Localos, vous êtes au contact aussi des acteurs locaux, les élus, etc. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont nées aussi à travers ces institutions publiques localement? Est-ce qu'ils vous ont marqué ou est-ce qu'il y a une initiative qui vous a marqué en particulier? En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu, dans un premier temps, une organisation, on va dire, tournée vers la solidarité, vers le social. Donc, prendre soin, aller prendre des nouvelles des voisins. Donc, je pense à plein de villages qui ont mis des choses en place, notamment dans la Nièvre, notamment chez l'ami Fabien Bazin, qui a d'ailleurs pu recycler, si je puis dire, sa démarche qui s'appelle Faire Compagnie. Mais on a vu beaucoup de plateformes, notamment pour assurer l'autonomie alimentaire et la distribution et l'accès en fait aux produits alimentaires. Et pas plus tard que ce matin, on faisait une réunion au niveau de Maceo, qui est une association au niveau du Massif central, qui a fait une enquête sur les territoires et comment ils ont répondu à ces effets de crise. Et ces territoires, ces collectivités, ces élus se posent vraiment des questions aujourd'hui pour, comme le disait Philippe ou Sylvie, pour pérenniser, voire les actions de Fantine aussi, pour pérenniser en fait les nouveaux outils qui sont apparus. C'est des plateformes numériques, mais c'est aussi de la collecte de produits locaux, c'est également la mise en place d'épiceries et notamment d'épiceries solidaires. Et là, on voit qu'effectivement, le post-confinement, ces élus, ces collectivités se posent des questions en disant, mais là, on a fait quelque chose qui est plutôt pas mal pour les gens, plutôt pas mal pour notre territoire. Comment on peut peut-être poursuivre, pérenniser, aller plus loin dans ces initiatives? Alors, on me demande, il y a une question, c'est quoi les localos exactement? Donc, voilà, parce que c'est un collectif, développement local, de projets en campagne, qui se veut impertinent. Allez, on va répondre à cet internaute. Oui, les localos ou localos, si on a un côté un peu hispanisant, pourquoi pas. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2016, qui a
qui s'est créée après la disparition du collectif Ville-Campagne. Et cette association a une ambition nationale, voire internationale, en tout cas certainement européenne, pour travailler ces questions de transition et de développement local. À partir du local, refaire le monde à partir du local. Voilà. Et puis trouver et mettre les mains dans le cambouis pour que des acteurs, des élus, des collectivités essayent de travailler réellement à cette économie, une économie différente, une économie qui permettra demain, en plus clair et en décodé, les localos ne sont pas capitalistes et les localos ne sont pas néolibéraux. En tout cas, on essaye de travailler de façon un petit peu partout sur ces économies dites alternatives, économies sociales et solidaires, quelque chose qui soit en dehors d'une économie prédatrice et une économie qui nous mène là où on n'a pas envie d'aller, ni vous ni moi, je pense. Et pour finir, cette association nationale rejoint un grand mouvement qui est né pendant la crise sanitaire, qui s'appelle la Fabrique des transitions écologiques, qui prend puissance en ce moment au niveau national, dans cette idée en fait aussi de pouvoir s'inscrire dans ce qu'on appelle la création de coopératives territoriales de façon très concrète. Alors, voilà. Et donc on est basé à Limoges, en Limousin. On va en parler de la fabrique, mais là j'ai une question qui s'adresse à Fantine. Déjà une réaction, l'économie, le développement de l'économie en milieu rural, là je m'adresse à l'entrepreneur, elle est forcément alternative ou pas ? Oh bah non, le Perche est un territoire historique d'industrie notamment. Enfin, on a des petites industries on a des industries qui sont à la pointe en plasturgie, en nanotechnologie. Enfin, non, il faut pas avoir une vision bucolique et pâquerette du monde rural. Hein. Et là, j'ai une question pour vous, Fantine. Est-il facile de bénéficier des aides annoncées par l'État, BPI France et les assureurs ? Alors, BPI France, moi, j'ai pas voulu. Déjà, j'étais pas dans le besoin parce que l'avantage du métier de traiteur, c'est qu'on fait payer des acomptes. Et du coup, j'ai eu la chance que tous mes clients me demandent un report. Donc là, on est en train de caler les dates pour l'automne et surtout pour l'année prochaine. Donc ça va se télescoper un peu. Mais voilà, j'avais de la trésorerie parce que les aides de BPI France, c'est jamais que des emprunts supplémentaires. Donc il faut avoir envie de s'endetter davantage et c'est pas trop ma logique. Et après, le fonds de solidarité, non, ça n'a pas été compliqué. Hein. C'est 3 clics et une semaine après, le versement est fait. Et on a le conseil départemental de l'Orne qui a annoncé aussi qu'il allait aider ceux qui avaient été aidés, allaient être aidés d'une aide supplémentaire. Bon, ça, j'attends de voir. Et on a la région Normandie aussi, parce qu'en fait, il y avait le fameux seuil des 50% de chiffre d'affaires en moins, notamment sur le mois de mars, vu que le confinement a été décrété le 15 mars. Et c'est la région Normandie qui a aidé les entreprises quand elles avaient connu une baisse de chiffre d'affaires entre 30 et 50%. Voilà, donc non, ça, c'était vraiment pas compliqué. Pas compliqué. Philippe Bertrand, en Bourgogne, pareil pour les entrepreneurs, les petites structures, ça a été facile, les relations avec l'État, les préfectures et BPI France, par exemple. Vous avez... Non, parce que les petites entreprises ici n'ont BPI France, même pas si elles le connaissent, mais je pense qu'elles ont raison de ne pas connaître BPI France, il n'y a rien à attendre de ça. On a à attendre une chose, c'est des collectivités locales et territoriales. Je fais très, très vite. Il y a 60 parlementaires, dont ma députée de circonscription, qui a signé un manifeste avec quelques prérogatives. Il y en a une quinzaine, dont une en particulier, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne puisse, sans intérêt, apporter de l'argent frais à l'État qui va ensuite partager aux régions cet argent, sans passer par des banques commerciales, puisque jusqu'à présent, le traité de Lisbonne impose aux régions et aux États de négocier avec des banques commerciales. Donc là, c'est une banque publique comme la Poste qui va être la régie de transfert de cet argent de la Banque centrale européenne vers les régions. Lesquelles régions vont utiliser cet argent à l'effet des besoins des uns et des autres sur un territoire de proximité. Le reste, la BPI, pas du tout. Je n'y crois pas.
D'accord. Vous n'y croyez pas? Et alors là, j'ai une question. On est déjà en train de parler de projets d'avenir et ce qu'il faut faire pour le monde rural. C'est la deuxième séquence, mais j'avais une dernière question quand même. On va répondre à cet internaute. À la campagne, il y a toujours des problèmes de haut débit et de fractures numériques. Jean-Yves Pinault, c'est... Ouais, ou Sylvie, tu peux peut-être répondre, Sylvie, là-dessus. Il y a toujours, effectivement, c'est quand on veut s'installer sur un territoire rural, il faut peut-être s'assurer en fonction du métier qu'on fait, si on a besoin du très haut débit, s'il est déjà arrivé. En fait, il y a des départements qui s'y sont pris très très tôt et où en fait, il y a même qui étaient équipés avant certains quartiers urbains. Il y a des quartiers urbains qui ont été équipés finalement très tard. Et puis d'autres où il y a encore rien ou pas grand-chose. Donc, selon l'activité qu'on veut faire, si on veut être traiteur, hein, comme pour Fantine, ou si on veut être télétravailleur et on est sur des logiciels qui prennent énormément d'énormément de débit. Il faut, avant de s'installer ou avant de voir si on va se mettre le plus souvent possible dans sa résidence secondaire, pour certains, vérifier, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil d'un département à l'autre et d'un secteur rural à l'autre. Et à 10 km près, parfois, on n'a pas encore le haut débit, bien sûr, même si les départements, quand même, globalement, ont fait de gros efforts face à l'impuissance ou la non-volonté plutôt des grands opérateurs. Alors là, on est déjà en train de donner quelques conseils, c'est constats et conseils. Je vous propose tout de suite la rubrique suivante, qui est la rubrique « Et demain ». Bon, alors déjà, on peut réagir à ce petit sondage qui vient, dont on a les résultats. Selon vous, le monde rural est-il un territoire d'opportunité? Oui, à 99%, non à 1%. Donc, en gros, tous ceux qui nous suivent, et ils sont très nombreux, ont envie de s'installer à la campagne. Ça vous rassure dans vos démarches et dans vos intentions, Jean-Yves? Oui, enfin oui, c'est pas un scoop. Hein. On est sur une tendance quand même qui remonte au siècle dernier, dans les années 70. Voilà, avec des hauts et des bas, mais c'est quand même une tendance qui là s'affirme ou se révèle ou s'accentue ou s'intensifie avec ce que la crise a révélé. De fragilité, de non-sens, d'injustice sociale et de non prise en compte des grands enjeux, biodiversité climatique. Voilà. Et là, on a des gens qui nous appellent, qui nous disent, mais nous, on n'a plus envie de faire partie de ce monde qui court vers la falaise et qui accélère. Et donc, on prend le temps, on a pris une baffe dans la figure là avec cette crise sanitaire qui nous a montré vraiment des fragilités, des choses absolument difficiles à vivre. On a envie de faire autre chose et on voit que les sites proposant des offres d'installation, les sites permettant de accompagner la migration de la ville vers la campagne, retrouvent vraiment une attractivité, une intensité de la part des internautes et des citadins tout à fait importante. Mais encore une fois, on est sur une tendance lourde qui s'est affirmée il y a quelques années. Sylvie, le magazine Village, vous accompagnez tout ce mouvement. On vous considère souvent comme le magazine pour aller partir s'installer et vivre à la campagne. C'est très fort. Est-ce que la période de confinement, ça a été un déclic? Il y a de nouvelles aspirations pour un départ à la campagne? En tout cas, on a été très sollicités pendant cette période. Ça a été vraiment beaucoup de courriers, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones pour à la fois nous encourager à continuer en disant plus que jamais c'est nécessaire qu'on ait d'autres exemples, qu'on ait des idées, qu'on voit ce qu'on peut faire en milieu rural, qu'on comprenne comment on peut s'insérer, s'intégrer, être partie prenante de ce milieu rural. Donc nos lecteurs ont effectivement, et ceux qui ne connaissaient pas, qui nous ont découvert dans cette période, il y avait une très très forte demande qui ne faiblit effectivement pas pour l'instant. Néanmoins, il y a
il y a des attentes très très différentes entre celui qui veut juste finalement s'installer en télétravail temporairement dans sa résidence secondaire, celui qui veut se reconvertir dans une nouvelle activité et se mettre au service d'un territoire en lien avec d'autres acteurs, celui qui cherche juste du résidentiel pour aller se dire la prochaine fois j'achète une maison qui a un bout de jardin en périphérie d'un bourg. Et il y a tellement de campagnes différentes et tellement de types de porteurs de projets que c'est dur de généraliser. Mais c'est sûr que l'appétence dont parlait Jean-Yves, qui n'est pas du tout nouvelle, puisque dès le début des années 80 et 90 plus encore, ce phénomène était déjà remarqué, reconnu, et on parlait du collectif Ville Campagne tout à l'heure qui en analysait déjà, qui analysait pas mal les enjeux, le mouvement, mais ça se renforce, ça se concrétise avec quand même des risques, enfin cette périurbanisation possible, cet attrait d'un petit bout de jardin à soi ou d'une terrasse pour être dehors, elle est très risquée. Si c'est pour supprimer des terres agricoles pour en faire des lieux résidentiels, ça pose des tas d'autres problèmes. Donc en tout cas, on peut être optimiste parce qu'effectivement c'est un territoire d'opportunité, mais à condition que les collectivités locales dont parlait Philippe tout à l'heure sachent bien accueillir et accueillir sans dévaster des écosystèmes ou des espaces autour de leur bourg ou de leur village ou de leur ville. Philippe Bertrand, vous partagez le constat de Sylvie? Pas du tout. Non, si je partage. Non, je réagis au terme d'opportunité. Opportunité, ça veut dire est-ce qu'il y a une fenêtre possible? Il faut arrêter avec ça. On va faire toujours le même constat. La ruralité a des déficits en services, scolarité, médecine, sociaux, haut débit. Toutes les collectivités aujourd'hui se battent pour avoir ces services. C'est pas du tout un frein. La grande différence, et c'est la leçon que je retiens de cette grande crise, c'est non pas le problème, c'est pas le pourcentage de citadins urbains qui sont installés éventuellement. Je peux vous donner un exemple d'un jeune couple parisien qui va abandonner son loyer parisien très élevé pour s'installer dans le village parce qu'ils ont déjà une maison secondaire. Et Olivier, entre autres, peut travailler en télétravail. Donc, ils vont s'en sortir, tant mieux, on va avoir 2 enfants. Mais c'est une anecdote, c'est pas là le problème. La grande différence, la grande nouveauté, c'est que la campagne est redevenue une campagne. C'est-à-dire notre méthode de vie qui était de vouloir vivre à la campagne comme en ville, aller dans les grandes surfaces, avoir accès à tout, était fermée. Et qu'est-ce que les campagnards, les ruraux ont fait? C'est d'appeler des services qu'ils n'avaient jamais sollicités, et en particulier de circuits courts, de producteurs locaux. J'ai une jeune productrice à 10 km de chez moi, l'autre qui vient de s'installer, qui fait de l'agneau. Et bien d'un seul coup, ils nous disent quoi? Ils sont débordés, ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Et c'est pas la ville qui vient à la campagne, c'est la campagne qui retrouve la campagne. Ça, c'est une grande nouveauté. La campagne qui retrouve la campagne. Et là, il y a un sondage qui vient d'apparaître. C'est selon vous, partir vivre à la campagne, cela nécessite une reconversion? Point d'interrogation. Je vous propose de répondre à ce sondage. Reconversion, c'est un petit peu, il me semble, votre histoire, Fantine, parce que vous êtes parti vous installer. Alors, je sais que vous allez hurler, non, mais vous faisiez Sciences Po et puis vous avez passé un CAP de cuisine. Il y a quand même une part de reconversion. Racontez-nous un petit peu votre installation. Alors, mon installation, oui, c'était une part de reconversion, mais c'est vrai que pour moi, j'ai toujours considéré la cuisine comme une suite logique à mon parcours, parce que certes, j'ai fait Sciences Po Lyon, mais j'étais déjà spécialisée, enfin, en tout cas, je m'intéressais de près à la question de la problématique des circuits courts alimentaires auprès des réseaux des AMAP de Rhône-Alpes, de France. Je travaillais pour un projet de recherche sur les circuits courts alimentaires. Et en fait, l'entrée, ça a été d'abord de vouloir vivre en milieu rural. Et donc là, j'ai été embauchée par le Parc naturel régional du Perche sur une mission courte d'1 an. Et dès mon premier jour, on m'a dit ta mission, ce sera 1 an, donc sur l'installation des agriculteurs en circuit court. Et du coup, ça m'a donné 1 an pour mûrir mon projet de reconversion qui était avant tout de dire, OK, comment je m'étais pas vue comme, je m'étais pas imaginée créatrice d'entreprise, je m'étais toujours imaginée salariée. Et finalement, c'est un peu
la déception et puis la frustration de travailler pour des structures et pour des donneurs d'ordre qui ne sont pas forcément sur le terrain, qui m'a amené petit à petit à vouloir construire un projet professionnel dont moi-même j'ai donné l'orientation avec une vision de long terme. Et je vous parlais tout à l'heure de Mille Perches, c'est aussi pour pouvoir porter ce genre de projet que j'avais fait le choix de créer ma propre entreprise. Ça devient même un projet de développement local, avec une plateforme. Oui, pas toute seule, mais c'est vrai que la création de Fantine en cuisine, je le vis plus comme... pour moi, c'était une manière de devenir légitime pour porter des projets sur un territoire plutôt que juste une recherche de revenus, quoi. Il faut bien connaître le territoire, Sylvie Le Calvez, pour partir s'installer. Là, c'est un parcours d'intégration sur un territoire idéal, selon vous, ce qu'a fait Fantine? Oui, et c'est vrai qu'en tout cas, il faut du temps. Alors souvent, là, on a des collègues journalistes parisiens, c'est pas péjoratif, hein, mais qui disent « Mais alors, combien de personnes ont déjà monté leur projet ?» Non, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut le temps de connaître le territoire. Là, je pense à un jeune qui s'est reconverti aussi, qui s'est installé avec sur un territoire. Il a mis des mois, il a rencontré plein d'acteurs, il a essayé de comprendre le territoire dans lequel il arrivait. Sinon, si c'est juste pour être hors sol, arriver sur un territoire, pas comprendre comment il fonctionne, et finalement être là comme on serait ailleurs, sans lien, puisque c'est aussi ça, c'est la force du lien, bon, c'est un intérêt quand même très très réduit pour produire autre chose qu'une simple richesse ou son salaire à la fin du mois. Et effectivement, ça peut prendre 1 an, 2 ans, et je pense qu'on verra les effets finalement de cette crise peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce que ça aura produit vraiment. Là, c'est beaucoup trop tôt pour voir ce qui va se passer en tout cas. Et alors c'est trop tôt, mais il y a quand même des gens qui ont envie, c'est la question qui arrive là. Je suis tenté par une installation hors de la ville. Quelle doit être ma première démarche? Jean-Yves Pinault, puisque vous avez été aussi un membre et le directeur du collectif Ville Campagne à une époque. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette personne-là? L'encourager déjà, dire bravo, c'est bien. On reviendra peut-être un peu, j'imagine, Jérôme, sur les enjeux. Oui, tout à fait. Des territoires ruraux qui sont des enjeux qui dépassent d'ailleurs les territoires ruraux. Mais simplement pour dire qu'effectivement, dans ces questions de migration ville-campagne, on a un petit outil très pratique que tout le monde peut se saisir. C'est ce qu'on appelle un peu le triptyque. Qui permet en fait au niveau de cette personne de commencer à construire en fait sa démarche. Alors les histoires coup de cœur, les emménagements, les déménagements et les emménagements coup de tête, ça arrive, c'est la vie, hein, mais si on veut éviter de se planter, d'être un petit peu solide, costaud dans sa démarche, éviter des drames, y compris des drames familiaux, il vaut mieux un petit peu préparer les choses. Donc là, ce qu'on indique hein, pour accompagner, pour aider les gens, c'est de réfléchir à un petit triptyque qui fait pourquoi, c'est quoi mes motivations, donc tout ce qui va être le projet de vie en fait, le projet personnel de soi-même, des personnes qui sont dans le même projet, c'est qui, conjoint, conjointe, les enfants, etc. Travailler sur les motivations, pourquoi on part de la ville pour aller s'installer à la campagne, quelle campagne, comme disait Sylvie, il y en a plein, et puis se poser les questions du deuxième pilier en fait de sa démarche, qui est la question en fait du projet professionnel. Je pars pour faire quoi? Voilà, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, quelles sont mes envies, quelles sont mes motivations? Est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur comme Fantine? Est-ce que j'ai simplement envie de trouver du boulot mais ailleurs? Est-ce que j'ai envie de... Bref, avoir vraiment une réflexion à plusieurs s'il faut sur la question du projet professionnel et puis enfin évidemment d'avoir le troisième élément de ce triptyque qui est le territoire qui va vous accueillir, qui va accueillir votre petite famille, vous-même, mais aussi le projet que vous voulez y développer. Et ce territoire, vous allez devoir l'habiter. C'est-à-dire que c'est effectivement pas un territoire support ou un territoire décor comme ça. Non, c'est un territoire qu'il va falloir habiter, il va falloir s'y installer, il va falloir rencontrer, aller à la rencontre et rencontrer les autres. Et donc, pour ce faire, il y a ce petit triptyque, il y a tout plein de centres de ressources qui peuvent vous aider. Et le premier conseil que je donnerais à cette personne-là ou à toutes les personnes qui veulent migrer, c'est de créer au plus possible en amont
des familiarités avec le territoire qui va vous accueillir et de vous faire accompagner au plus près par des professionnels qui sont sur le territoire qui va vous voir vous installer. Donc, il y a des territoires en France qui ont développer ce qu'on appelle des politiques d'accueil et qui ont, alors c'est des communes, c'est des communautés de communes, c'est un peu techno, mais il faut qu'on le sache, ça se mérite d'être citoyen. Voilà, donc des communautés de communes, des pays, des parcs naturels régionaux qui développent des politiques d'accueil et qui emploient des professionnels pour répondre, accompagner, faciliter le déménagement et l'installation de ces familles. Philippe Bertrand, l'accompagnement, c'est essentiel quand on s'installe avec un projet en milieu rural à travers les différentes initiatives que vous avez pu suivre. C'est essentiel d'être accompagné. Oui, oui, surtout il y a bon nombre d'organismes. Par rapport à ce que disait Sylvie, vous avez aujourd'hui, alors ça va dépendre aussi de la bonne volonté. De la bonne volonté des personnes. Je reviens sur votre auditeur, téléspectateur, internaute, sur les opportunités. C'est pas l'opportunité, c'est la volonté. Est-ce qu'on veut y aller? C'est déjà la première chose. C'est pas simple de franchir le pas. Vous avez aussi des organismes dépendants de collectivités qui accueillent pendant 3 jours des familles, une personne, de façon à rencontrer les entrepreneurs locaux, à prendre la température locale pour des maraîchers, des agriculteurs. Ce sont des espaces tests qui sont mis à disposition avant de se lancer dans l'aventure de l'exploitation et de l'autonomie. Ça, ces formules me semblent importantes. Effectivement, il faut prendre. Ça se mérite, tout se mérite. Après, on va dire, c'est quand même chic de vivre à la campagne. Non, c'est pas chic. C'est difficile. Moi, je vois toutes les personnes qui ont changé de cap de vie ou qui ont décidé de vivre dans des espaces un tout petit peu reculés, moins bien desservis que d'autres, soi-disant, se disent, je gagne moins bien d'argent, je gagne moins d'argent, mais est-ce que je suis plus heureux? Et pour répondre au territoire, comme vous posiez la question d'accueil à Sylvie, je me souviens d'un auditeur, c'est un des premiers, mais j'ai gardé ce mot en tête, je dis, je suis plus du style le cliché, au fin fond de la Creuse. Je dis, mais vous n'êtes pas empêché de vous retrouver loin des centres de décision, des villes. Il dit, je ne suis pas éloigné, je suis espacé. Espacé, ça veut dire qu'il y a déjà une culture qui est prête à recevoir, à accueillir. Et ça, c'est une culture de population qui est maintenue, voire améliorée par les collectivités locales et territoriales. Alors justement, collectivité locale, territoriale, Jean-Yves Pinault, il fallait qu'on parle des enjeux du monde rural aujourd'hui. En 2 mots, comment les décrire? Qu'est-ce qui attend et ce dont a besoin le milieu rural aujourd'hui, selon vous? Bon, moi, il me semble que ce qui fait enjeu aujourd'hui, c'est notre capacité à construire à la fois donc une économie résiliente et à la fois un cadre de vie qui soit pour le plus grand nombre souhaitable à vivre, agréable à vivre. Enfin, voilà, transition et justice sociale, il me semble que c'est quelque chose qu'on doit tous écrire à nos frontons. Il y a trop d'enjeux là-dessus. Pour les territoires ruraux, c'est d'être en capacité, alors si on veut faire dans la formule, ce que je dis souvent, c'est que les territoires ruraux, plutôt que de vouloir copier la ville et les dérives que l'on voit aujourd'hui dans les grandes villes, eh bien, n'essayez pas de leur ressembler, vous n'y arriverez jamais. Gardez, et sous l'angle de la formule, gardez votre retard d'avance. Aujourd'hui, ce mouvement de retour, cette fierté des habitants qui sont au niveau des territoires ruraux, cette volonté des citadins de venir le rejoindre pour construire autre chose, c'est ça qui fait enjeu. C'est un enjeu qui dépasse les enjeux des gens et de leur singularité. C'est des enjeux qui dépassent les enjeux des territoires ruraux. C'est des enjeux sociétaux, tout simplement. Pour le territoire rural, il me semble que Sylvie en a parlé tout à l'heure, c'est d'être en capacité de reprendre en main son autonomie, construire son autonomie dans toute l'interdépendance qu'il peut y avoir, y compris avec le territoire voisin,
y compris avec la ville, ce sont des enjeux considérables, et d'être en capacité de travailler l'essentiel. C'est-à-dire qu'avant de parler accueil, maintenir ces populations, avoir envie d'accueillir, c'est de travailler cette culture de l'accueil. Et je me rappelle très bien une aventure extraordinaire dans d'une petite commune que vous connaissez, Jérôme, qui s'appelle Les Voivres dans les Vosges, où tout autour, on était en dépopulation, en décroissance. Cette commune, pour ne pas fermer les services essentiels et d'abord l'école, a dit « nous allons accueillir ». Et parce qu'ils ont été accueillants, c'est ce que nous dit le maire, Michel Fournier, que je salue au passage, il dit en fait, quand les gens sont arrivés, ils se sont sentis accueillis, et c'est à partir de là qu'on a créé de l'économie. C'est pas l'économie qui fait venir les gens, c'est les gens qui créent l'économie. C'est ça qui apporte de la vie. C'est un enjeu considérable aujourd'hui quand on voit la grande fragilité, encore une fois, que nous a révélé cette crise sanitaire. L'enjeu, c'est projet de territoire, co-construit avec les citoyens, co-construit avec les habitants, co-construit avec les entrepreneurs et avec les acteurs, mais la volonté en fait d'un territoire de ne pas s'esquinter, de s'ouvrir et de travailler une autre économie. Philippe Bertrand, vous êtes d'accord, toutes les personnes et les belles histoires que vous racontez dans vos carnets de campagne et les personnes et les échanges que vous avez à travers votre blog mescarnetsdecampagne.com, vous êtes d'accord, c'est l'hybridation un petit peu l'avenir, il faut laisser vivre tous les projets, il y a de belles histoires à raconter partout en France? Je suis d'accord, mais j'ai une formule assez facile, mais qui dit tout d'une certaine manière, c'est que dans la ruralité, tout est possible, parce que tout est à faire. Opportunité, j'y reviens par rapport à ce que disaient Sylvie et Jean-Yves à nouveau et Fantine. Que pouvez-vous faire aujourd'hui dans un milieu rural? Vous pouvez faire de la restauration, vous pouvez faire de l'hôtellerie, vous pouvez faire du gîte, chambre d'accueil, vous pouvez faire de l'aide à la personne, vous pouvez être artisan. Je vous rappelle qu'il y a 750 formations à la chambre de métier et d'artisanat en France. Vous pouvez être plombier, mais les plombiers ici, mais vivent mieux que vous et moi, Jérôme, dans un milieu où il y a une demande, il y a des besoins, il y a une relation directe, on ne triche pas, on connaît le client, il y a de la proximité, les services, ça peut être aussi les énergies renouvelables, la production maraîchère, mais ça c'est déjà entendu. C'est innombrable, c'est-à-dire que tous les possibles sont là. Alors parfois, effectivement, il faut trouver un complément pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais on peut trouver, j'en suis persuadé, j'ai des exemples, de personnes qui sont engagées dans une voie sans être fermées et qui ont assumé tous leurs besoins à partir de ce choix. On arrive vraiment en fin d'émission, je vois l'heure qui tourne. On va donc passer à la dernière rubrique pour changer. Alors je vous propose un rapide tour de table. J'ai envie tout d'abord de commencer par un petit conseil. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est tenté par l'aventure, un départ à la campagne, un petit conseil personnel. Fantine, je commence avec vous. Ce serait quoi le conseil ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est venir vivre sur ce qui a été dit, de venir vivre sur un territoire qui vous tente pour déjà voir si la vie en milieu rural vous convient, parce qu'il y a quand même des contraintes, il y a des manques. Moi, ça va faire 8 ans maintenant, et c'est vrai qu'il y a toujours des choses de la ville qui me manquent. Après, j'ai trouvé un autre équilibre, et c'est d'y aller progressivement et de penser, si on veut créer en tout cas un projet d'activité, de ne pas arriver avec son projet complètement hors sol, mais de le penser localement en interaction avec les acteurs du territoire. Ça fait plusieurs conseils, merci. Philippe Bertrand, un conseil pour quelqu'un qui serait tenté aujourd'hui ? D'oublier ses préjugés. Je vous donne un exemple rapide. Récemment, il y avait un débat justement sur le pass campagne à cause ou grâce au Covid sur France Inter. Et une consoeur disait, oui, mais c'est pas évident de se retrouver dans le milieu rural. Par exemple, si on est amateur d'opéra, mais bon sang de bonsoir, il n'y a pas que des opéras à Bordeaux ou à Paris, nom d'une pipe. Moi, je suis à 60 km de Dijon. Vous avez un opéra à Dijon. Vous pouvez aller à l'opéra à Dijon. Il faut arrêter avec ça. Il faut faire tomber ces barrières et ces stéréotypes qui sont des freins. Casser les idées reçues. Sylvie Le Calvez, un conseil ?
Je pense qu'effectivement, et c'est pas forcément tout de suite, sauf si on a déjà sa résidence secondaire, etc., qu'on va trouver le territoire ad hoc. En tout cas, c'est pas forcément le même que le territoire balnéaire sur lequel on a l'habitude d'aller ou le territoire de montagne, peu importe. Et en tout cas, j'ai envie de dire, le confinement, là, il s'est passé au printemps. Est-ce qu'il y aurait eu autant de monde à partir? Je ne sais rien, c'est une question. Si ça avait été en plein hiver, au mois de décembre, on nous aurait dit qu'il faut se confiner, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'incite tout le monde à aller voir par tous les temps et à toutes les saisons le lieu où il souhaite vivre. Et puis, moi, je rajoute et lire Village Magazine, www.villagemagazine.fr pour en savoir plus. Et Jean-Yves, un conseil, ce serait quoi ? Moi, je dirais oser l'opéra, mais aussi l'apéro, mais de façon plus sérieuse. Merci Philippe. Mais de façon plus sérieuse, je dirais, non, mais c'est la convivialité. Je dirais oser l'aventure. Il y a plein de sites, il y a plein de structures, mais vraiment en France qui sont en capacité de pouvoir vous aider. Vous, les futurs migrants, je pense au réseau des Colibris et tout le réseau de l'installation en milieu rural, Terre Vivante, Terre de Liens. Je pense à des associations qui rassemblent des porteurs de projets, des gens, des migrants qui veulent aller s'installer à la campagne, et notamment sous la forme collective. Je pense à Oser son rêve, par exemple, cette association. Et puis surtout, aller découvrir les territoires, aller découvrir des sites des territoires. Vous avez, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, le site Envidère. Vous avez les sites des départements comme la Creuse, la Lozère, Lozère-Nouvelle-Vie, l'Aveyron. Au niveau du Massif central, vous avez des territoires qui vont vous accueillir. Côte-Nord du Nord. En Bourgogne-Franche-Comté, j'allais le citer, Bourgogne-Franche-Comté, vous avez des territoires qui sont en train de construire des politiques d'accueil. Bref, allez commencer à faire des recherches et appeler les gens et essayer d'aller effectivement profiter en fait des outils, des dispositifs qu'ils vont vous mettre à leur disposition. Parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait de richesse que les gens. Et si vous voulez avoir plus d'informations et ces bonnes adresses, déjà, il y a une porte d'entrée, c'est en allant sur votre site www.leslocalos.fr. Dans la rubrique ressources, il y a plein de liens. Également, il y a également vous organisez tous les trois, je parle de Jean-Yves, Sylvie et Philippe, vous organisez des webinaires fort instructifs pour ceux qui veulent partir à la campagne. Vous en organisez un le 6 juillet prochain, c'est ça Sylvie ? Oui, c'est pour Retoucher Terre, comme on l'a appelé. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on était content d'être avec vous, Jérôme, ce soir, et qu'on n'allait pas s'arrêter là. Et donc, on a décidé de donner comme ça des rendez-vous réguliers. On verra si effectivement, les porteurs de projets répondent présents. C'est quelque chose qu'on faisait déjà physiquement, chair en os, avec le collectif Ville Campagne. On se réunissait à Paris, à Lyon, avec des porteurs de projets. C'est lourd, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des outils comme ce soir, où on peut faire des sortes de sessions d'information par Internet. C'est quand même incroyable, c'est quand même génial. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans, quoi, évidemment. Et on s'est dit, mais pourquoi, suite à ce confinement et ce déconfinement, on n'en profiterait pas pour se retrouver comme ça, une fois par mois, pendant 1 heure, pour répondre aux principales questions que se posent ceux qui veulent s'installer dans les territoires ruraux. Donc, rendre service. Et donc pour s'inscrire, il y a une adresse internet. Pour s'inscrire, vous pouvez vous inscrire. On envoie un mail à retoucherterremaintenant@gmail.com. Allez, on termine pour l'avenir du monde rural. S'il y avait une mesure à prendre, faisons un petit peu de politique. Fantine, c'est quoi la mesure que vous attendez pour l'avenir du monde rural ? Si on pense à l'habitat, par exemple, qu'il y ait des mesures pour revaloriser l'habitat des bourgs, parce que nous, la situation qui se passe dans le Perche, c'est que tout le monde rêve d'avoir une petite fermette isolée et qu'on a des bourgs qui crèvent et des lotissements qui se construisent et qu'il y a sûrement des choses à faire pour rendre plus sympa et plus attractives les maisons de bourg qui sont plus accessibles financièrement. L'objet d'une autre émission, l'habitat en milieu rural et sur les petites communes. Pour vous, Philippe Bertrand, quelle serait l'action ou la mesure à prendre pour l'avenir du monde rural ? Mais c'est plutôt pour l'avenir de la société. C'est pas uniquement le monde rural. Alors, je vais en dire une, c'est le revenu universel.
Sylvie Le Calvez, pour vous? En complément de ce que vient de dire Fantine sur la réhabilitation des bourgs, il y a vraiment un enjeu autour de la mobilité. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent quitter Paris ou des grandes villes et ils n'ont pas forcément de voiture, ils n'ont même pas forcément le permis maintenant. On voit beaucoup de jeunes, même jeunes trentenaires qui n'ont pas le permis. Et c'est comment on repense toute cette mobilité ou comment, au contraire, parce qu'on va rénover des bourgs, on peut avoir les services à proximité et des transports en commun qui relient à des villes moyennes ou à des villes plus importantes quand il faut y aller. Jean-Yves Pinault, pour vous, le mot de la fin, alors, la mesure difficile. Non, mais ouais, c'est même. Il a eu le temps de réfléchir, il a de la chance. Non, mais je suis comme mon ami Philippe. C'est plus que l'avenir des territoires ruraux. Pour moi, c'est l'avenir de la société. C'est de dire d'une part, enfin, c'est deux éléments. Hein. Retravailler en fait la question des interrelations entre les territoires et entre les gens, non plus sous forme de compétition, de concurrence, mais de coopération. Et le deuxième, c'est qu'on arrête en fait l'agriculture chimique et l'industrie de l'agroalimentaire, et je peux vous assurer que ça va remettre des gens dans les champs, ça va recréer de l'activité, ça va recréer de l'emploi. Voilà. Eh bien, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez faire un bon repas, en tout cas, vous pouvez, et si que vous êtes dans le Perche, il faut aller sur le site de fantineencuisine.com. Voilà, hein, j'avais oublié de donner ton site, Fantine. Merci à tous pour votre participation. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau jour d'après. Au revoir et à bientôt. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah.